Cette vidéo est réalisée dans le cadre d'Ecosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par PlayAzure Prod, en partenariat avec l'IRD et écrite avec l'aide de Clément Levard, directeur de recherche au CRG et co-responsable du laboratoire mixte international activité minière responsable au Maroc. Bonjour. Bonjour Dimitri. Et bonjour Clément. Alors, bon, on va commencer déjà basique. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pour qui? Alors, je suis directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au CNRS, mais je suis actuellement mis à disposition à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et donc je suis localisé actuellement à Rabat, au Maroc, pour animer un laboratoire international sur la question de l'après-mine. Et sinon, voilà, mon laboratoire de rattachement, c'est le CEREG, le Centre de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, près d'Aix-en-Provence. Ma spécialité, sinon, si tu veux, je dis deux mots de ma spécialité. Donc, moi, je suis chimiste de formation et je me suis intéressé à la chimie de l'environnement depuis mon master. Et donc, je travaille aujourd'hui principalement sur les questions du cycle de vie de la ressource minérale et des métaux, donc de l'extraction jusqu'au recyclage. Voilà, donc ça c'est super intéressant. L'après-mine, donc ce qu'on dit l'après-mine, c'est donc ce qui se passe après la mine, donc la mine d'où on extrait les matériaux, etc. Donc ça va être un sujet intéressant. On en parlera plutôt à la fin à partir de la deuxième moitié de la vidéo, je dirais. Là, donc, on fait cette interview, cet entretien, suite à la sortie de ma vidéo sur ma chaîne, donc Monsieur Bidouille, qui parle donc du recyclage et d'un problème qui est la question en fait de la place du recyclage dans un monde où on a une croissance de l'augmentation, enfin une croissance de la consommation des ressources. Donc dans un monde où on a une croissance de la consommation des ressources. Et donc la question, je vais faire une petite présentation pour commencer. Et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le début de la vidéo, en fait, il part d'un constat, on va dire plutôt mathématique, qui est posé par François Gross. Alors François Gross, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il fait, lui. Je ne sais plus si tu as la... Non, je ne sais pas exactement. Ouais, bon. On va dire par François Gross, voilà, que je présente dans la vidéo. Et la question, en fait, que je me pose au début, c'est recycler suffit-il quand on a une croissance de la consommation des ressources? En partant d'un schéma très général qui montre, en fait, le flux de toutes les ressources mondiales en tonnes. Voilà, donc on voit, en fait, tout ce qui est consommé, tout ce qui entre, tout ce qui sort, et on s'aperçoit que la part du recyclage est très, très faible. Et ensuite, on s'aperçoit aussi que si chaque année on consomme plus de certaines matières premières que la précédente, donc on suit ce qu'on appelle une exponentielle en consommation. Donc par exemple, si on a 4% de croissance, on double la consommation tous les 18 ans. Donc tous les 18 ans, on multiplie par 2 la consommation. Et le truc, c'est que si on dit on va essayer de recycler un maximum pour ne plus extraire de matières premières, dans un système où on continue de consommer de plus en plus et de plus en plus de matériaux par rapport à l'année précédente. Et vu que le recyclage arrive avec du retard, puisqu'il y a une durée d'utilisation, il faut d'abord consommer la matière. Donc par exemple, si on ne branche pas le moteur d'une voiture électrique, le cuivre qui est dans le moteur, il va être utilisé un certain temps et puis après il va passer au recyclage. Et ce décalage fait que entre le moment où on a produit, on a sorti la matière première de la mine et le moment où il va repasser en recyclage, la courbe de consommation aura augmenté et la part du recyclage ne pourra être que, on va dire, une toute petite part de la consommation générale. En fait, on ne peut pas, même avec 100% de recyclage, dans un système où on a une croissance de la consommation de matières premières, on ne peut pas fonctionner à 100% sur le recyclage, c'est pas possible. Et ce que montre François Gross avec des courbes, bon, j'explique ça plus en détail dans la vidéo, c'est plus visuel, c'est que, en fait, il suffit d'une croissance, 2-3% de croissance, ça suffit pour que, en gros, la consommation continue d'augmenter. Et en fait, avec le recyclage, on a juste un décalage de la consommation de quelques années. C'est-à-dire qu'en gros, on décale l'extraction de ressources primaires, donc la matière première qu'on extrait du sol, on la décale que de quelques années. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Si je peux ajouter un élément, oui, c'est pas facile comme message à faire passer, mais c'est particulièrement vrai ce que tu dis, notamment pour les nouvelles technologies. Je prends l'exemple de la voiture électrique.
Effectivement, aujourd'hui, il y a très peu de stocks à recycler de batteries, par exemple, hein, et donc et quand on connaît les taux de croissance, des métaux qu'on utilise pour les batteries, comme le cobalt, le nickel et cetera, c'est des taux de croissance qui sont de l'ordre de pas de 3 cette fois-ci, mais plutôt de 6-10 et donc cette fois-ci, on double la demande, hein. C'est pas tous les 15 ans, mais c'est tous les, 6-10 ans, donc ça va extrêmement vite. Donc Mm. effectivement, on ne peut pas recycler, ces matériaux tant qu'ils ne sont pas sur le marché. Donc pour l'instant, effectivement, comme tu le dis, la part du recyclage, est insignifiante par rapport à la demande. Mais bien sûr que le recyclage est primordial puisque, quand la croissance va diminuer, cette fois-ci, le recyclage aura une part importante, une contribution importante pour fournir de la matière première pour fabriquer les nouvelles batteries. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu, on va dire, bah, le lithium, c'est carrément un mur, quoi. Si on regarde la courbe, c'est ça monte, c'est l'Everest, hein, Mmh. le truc. Alors après, on se dit aussi, ouais, voilà, on est au début, ça va se tasser, on peut pas tenir 10% de croissance éternellement, c'est impossible. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment de la croissance. Et puis après, si on prend, moi, j'avais trouvé intéressant de prendre l'exemple du cuivre, parce que le cuivre, comme je l'écris dans le script, il est assez bien récupéré, trop bien récupéré même parfois, parce qu'il y a souvent enfin, le vol de cuivre, c'est un sujet. Et pourtant, malgré le fait que le cuivre soit assez facilement recyclable, parce que on le trouve quand même souvent pur, enfin les câbles électriques, tout ça, c'est quand même du cuivre qui est relativement pur à l'intérieur, donc c'est plus facile à recycler qu'un alliage, par exemple. Mmh. C'est plus facile d'extraire, enfin de récupérer le cuivre, dénuder un câble, c'est plus facile. On va en reparler après de ça, d'extraire des matériaux, des terres rares, par exemple, d'un téléphone. Donc, le cuivre est cher. Il y a une incitation au recyclage qui est quand même assez élevée. Euh, et en plus de ça, donc là, le recyclage est assez facile. Et pourtant, si on regarde la courbe de consommation, on s'aperçoit que bah, en fait, la part du recyclage est quand même largement minoritaire, hein, sur la consommation mondiale, quoi. Mmh. Je sais pas si tu as un petit truc à rajouter là-dessus. Non, bah, enfin, l'exemple du cuivre est intéressant et peut-être rappeler pourquoi, c'est important de recycler finalement et l'enjeu autour de ces ressources. Et si on prend l'exemple du cuivre, c'est assez parlant. Quand on regarde l'extraction du cuivre, les premières extractions industrielles du cuivre à la fin du 19e siècle, on va dire, milieu du 19e siècle, fin du 19e siècle, les minerais qui contenaient le cuivre étaient riches à peu près à l'ordre de 15%. Donc, C'est énorme. sur 100 kilos, voilà, sur 100 kilos de minerais, on arrivait à extraire 15 kilos de cuivre. Et quand on voit aujourd'hui les minerais qui sont exploités de cuivre, c'est plutôt de l'ordre du pourcent, 1%. Donc on voit bien qu'on a une forte baisse des gisements les plus concentrés en cuivre sur la planète. Et en même temps, on prévoit que d'ici 2050, on va devoir produire autant de cuivre que l'humanité en a produit jusqu'à maintenant. Donc là, effectivement, tu parlais de mur, hein, on arrive vraiment face à un mur où bah, on risque de ne plus pouvoir répondre à la demande puisqu'on appauvrit bah, les ressources. Alors pas pour tous les métaux, mais c'est le cas du cuivre. Certains métaux, on a de la visibilité avec des réserves qui sont très importantes encore, mais pour certains métaux, voilà, on arrive au seuil où ça devient inquiétant parce qu'on épuise les ressources de la croûte terrestre. Et puis donc cette extraction, bien sûr, pose des problèmes écologiques. Là, je montrais, alors il y avait un exemple assez fameux, je crois, c'est au Panama, qu'il y a une mine qui a été fermée de cuivre qui était dans la jungle. Et quand on regarde sur les images satellites, c'est énorme, quoi. Parce qu'en fait, quand on parle de très faible concentration, il me semble qu'en fait, on est principalement sur ce qu'on appelle des open pits, c'est-à-dire en gros, c'est des trous à ciel ouvert. On fait plus Ouais. de galeries en fait dans des souterrains. C'est pas assez rentable, quoi. Alors effectivement, c'est plus rentable de faire des gros trous que de faire des galeries. Alors c'est pas le cas, hein, il y a toujours des D'accord. projets miniers, par exemple, galeries. Le projet minier dans l'Allier, à Échassières de lithium en France, c'est un projet galerie. Contrairement, oui, aux plus grosses mines de cuivre, effectivement, c'est des trous à ciel ouvert. Donc tu parlais d'impact, effectivement. Donc il y a des impacts globaux parce que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, cette activité extractive. Mais ça a surtout des impacts locaux. Et on n'en parle pas assez, mais c'est surtout des impacts qui sont localisés dans les pays du Sud, là où finalement la ressource est peu consommée, hein. La ressource est souvent consommée plutôt au nord. Donc ça crée beaucoup d'inégalités sociales, environnementales sur la question des impacts. Alors les impacts ils sont divers, hein. Ça peut être des impacts sur la consommation en eau, hein. L'activité extractive consomme beaucoup d'eau.
et c'est une des problématiques en Amérique du Sud, notamment sur le lithium. Ça peut être des impacts environnementaux liés au stockage de déchets miniers qui sont entreposés à l'air libre et qui peuvent contaminer les sols. On peut avoir de l'infiltration de contaminants, de métaux dans les nappes phréatiques, etc. Mm. Et puis bien sûr des impacts sociaux, hein, voilà, il y a des cas un peu emblématiques qui sont connus comme le travail des enfants en République démocratique du Congo. Donc voilà, de nombreux impacts économiques, socio-environnementaux, pardon, Ouais, nuisance, qui déplacement de la fait que ça cumule. population, travail des enfants, conditions de travail aussi. Enfin bref. Donc on parlait justement de la quantité de matériaux. Et donc on a un problème en fait à l'heure actuelle. Tu parlais qu'il fallait faire décroître la consommation de matériaux. Mais il y a un souci, c'est qu'actuellement on a un autre souci qui est légèrement connu et qu'on parle pas assez, mais dont on parle quand même un petit peu, c'est le réchauffement climatique. Et la nécessité de faire une transition énergétique, alors écologique, etc. Et cette transition nécessite forcément, alors après ça dépend des scénarios, mais ça nécessite forcément une consommation de ressources pour réussir à la faire. Par exemple, si on veut électrifier une partie du parc automobile, même si on part du principe qu'on ne va pas tout remplacer à un pour un, et qu'on envisage de réduire l'usage de la voiture, par exemple avec le vélo et tout, bah, il faut quand même électrifier des voitures. Électrifier des voitures, il faut fabriquer des batteries. Les batteries, il faut extraire du lithium, du nickel, etc. Et donc, ça, on en arrive en fait à notamment une liste qui est faite par l'Union européenne et qui est actualisée régulièrement, ce qu'on appelle des matériaux critiques. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça? Oui, bah, tu as bien résumé la situation. Effectivement, on a besoin, donc il y a deux choses. On a besoin de décarboner notre industrie, on a besoin d'arrêter d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause du réchauffement climatique. Et donc pour ça, on a besoin de changer nos technologies. Tu parlais de la voiture électrique, et quand on voit une voiture électrique, c'est à peu près 6 fois plus de métaux critiques, hein, qu'une voiture thermique. On a besoin de cobalt, de lithium, de nickel pour la batterie, par exemple. On a besoin de terres rares pour le moteur. Euh, donc on va avoir besoin de ces ressources critiques. C'est pareil pour l'éolien, par exemple, hein, si on prend une éolienne, hein, c'est plusieurs milliers de tonnes de minéraux et de métaux pour produire de l'énergie, donc beaucoup plus qu'une énergie, par exemple, carbonée. Euh, et donc voilà, c'est donc des métaux qui sont hautement critiques, même stratégiques, voire géopolitiques, hein. On voit ces questions géopolitiques qui dans l'actualité tous les jours, hein. On parle de Trump qui veut acheter le Groenland. S'il veut acheter le Groenland, c'est pourquoi? C'est pour ses ressources du sous-sol, hein, qui regorgent de métaux critiques. Les accords avec l'Ukraine Euh, aussi, là, en ce moment, qui sont très... L'Ukraine, exactement. On voit la Chine qui limite ses exportations d'un certain nombre de terres rares qui sont clés pour la transition, mais aussi pour le secteur militaire. Donc on voit que c'est un phénomène qui est fortement géopolitique. Et donc on a besoin donc, de décarboner notre industrie. Pour cela, on a besoin de ces métaux-là. Mais on voit bien que, bah voilà, on voit bien tous les impacts liés à l'extraction de ces métaux-là. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on repense notre façon de circuler, notre façon de manger, notre façon de s'habiller, de façon de travailler, pour réduire aussi cette consommation de ressources. Voilà. Comme tu disais, on ne peut pas remplacer un pour un, parce qu'on sait très bien qu'en termes de ressources, ce sera pas suffisant. Voilà, ces métaux sont essentiels pour ces technologies-là, donc on a besoin de les extraire en grande quantité dans les années qui viennent, ce qui va générer un certain nombre d'impacts, mais on ne peut pas faire autrement. Et dans le même temps, je pense qu'il faut vraiment qu'on repense notre économie, notre façon de vivre, hein, notre modèle de société, pour réduire cette consommation de ressources au maximum. Et pour que le recyclage, dans ces conditions-là, ait un vrai effet bénéfique sur l'économie de ressources primaires. Donc on va parler un petit peu justement de ce recyclage. La question, du coup, pour que le recyclage devienne efficace, entre guillemets, enfin, par rapport à la consommation, qui prenne de plus en plus de place, c'est d'arriver, donc en fait, je le montre un peu plus dans la vidéo, mais basiquement, en fait, si on a 1% de croissance ou qu'on tourne autour du pourcent de croissance, c'est-à-dire qu'en fait, on consomme quasiment autant de matériaux chaque année avec une très faible croissance, là, le recyclage, au bout d'un certain temps, va prendre de plus en plus de place. Et du coup, on peut arriver à une économie qui sera presque circulaire. Alors après, c'est vrai que l'économie circulaire, il y a un côté... On imagine qu'on pourrait arriver à un truc où on arrive à recycler 100%, c'est physiquement impossible.
Il y a un truc qu'on n'en a pas parlé justement. Donc, bon, le premier défi du recyclage, je ne sais pas si tu veux en toucher un mot, bah, c'est de récupérer en fait la matière. Tu parlais par exemple Oui, de oui. mines urbaines. Mmh. Donc effectivement, le modèle de l'économie circulaire, bon, il y a plein de bonnes idées, mais c'est complètement utopique, hein, de vouloir, circulariser la matière à 100. On sait très bien que c'est pas possible et effectivement, le premier frein du recyclage, c'est la collecte. Heu, c'est c'est voilà, c'est un gros enjeu de pouvoir collecter, la matière. Bon, si je prends un exemple, assez simple, celui du smartphone. C'est un objet que tout le monde a aujourd'hui dans sa poche. Et quand on regarde les taux de recyclage des smartphones en France, c'est 15% aujourd'hui. Donc voilà, on est très très loin du 100% de taux de recyclage, hein, de récupération. C'est quel type de matériaux qu'on Et recycle principalement? alors les métaux qu'on recycle aujourd'hui dans les smartphones, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 4-5, l'or, l'argent, le cuivre, principalement. Sachant qu'un smartphone, alors juste pour vous donner quelques idées, un smartphone qui fait à peu près 200 grammes en moyenne, c'est une centaine de kilos de matières premières, 100 à 200 kilos de matières premières Ouais. qui sont nécessaires à mobiliser pour produire ce smartphone. Et en termes d'éléments chimiques, c'est 55 éléments chimiques différents. Voilà, sur Terre, il y a 95 éléments chimiques naturellement C'est présents sur c'est- Terre. c'est énorme. Et donc, on a plus de la moitié des éléments chimiques présents sur Terre présents dans notre smartphone. Et donc, bah, c'est extrêmement difficile à collecter, hein, parce qu'il y a déjà des freins sociaux, hein, comportementaux. On est tous, je pense, on a tous le réflexe de garder son ancien smartphone dans un tiroir en pensant que ça peut toujours servir, en pensant qu'on a toujours des données dont on pourrait avoir besoin un jour. Donc voilà, donc le geste de tri déjà n'est pas automatique, hein, on voit bien. Et ensuite, sur le recyclage, bah, il y a plein de freins liés au fait qu'on a des métaux qui sont très peu concentrés ou qui sont présents dans des phases très complexes, dans des mélanges, dans des alliages. Tu parlais d'alliage tout à l'heure, qui est très difficile d'aller extraire. Donc il y a un concept qui est important et un des piliers de l'économie circulaire, c'est l'éco-conception. C'est comment on conçoit des téléphones qui soient plus facilement recyclables. Mais avant de les recycler, il y a un premier enjeu, ce serait déjà d'allonger la durée de vie des objets. Si on allonge la durée de vie des objets, en amont, on a besoin de moins de ressources de matières premières pour créer des nouveaux objets. Et donc là aussi, hein, il y a des enjeux autour de ça. Si on regarde les téléphones qui sont sur le marché aujourd'hui, c'est impossible ou quasiment impossible de changer soi-même la batterie. Hmm. Voilà, la batterie, elle est scellée, elle est collée. Donc déjà, rien que concevoir des téléphones où on peut facilement désassembler les différentes pièces et changer les parties qui marchent plus, ce serait déjà une grosse étape. Alors il existe, hein, il y a des marques qui existent sur le marché de téléphones éco-conçus qu'on peut réparer soi-même facilement et qui permettent d'avoir des téléphones qui durent dans le temps, hein, plus de 5-10 ans. Ouais, Sachant qu'en moyenne, en France, on change de téléphone tous les 18 mois ou tous les 2 ans à peu près. le fameux Fairphone, par exemple. Mais Voilà. c'est vrai que, alors après, il y a peut-être un espoir sur l'électronique, c'est qu'on s'aperçoit, bon après ça c'est mon côté geek hein, qui parle, qui aime bien assembler son ordinateur. On s'aperçoit qu'il y a quand même un tassement de l'évolution là, du matériel. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui sortent chaque année sont moins puissantes. Enfin, le gap de puissance est de moins en moins élevé. On arrive à des limites physiques en fait de concentration des puces, etc. Et donc peut-être qu'il y a quand même l'espoir qu'on voit des smartphones qui durent de plus en plus longtemps. On a aussi un effort des constructeurs, notamment d'Apple et tout, et de Google, ils avaient fait ça, c'est de maintenir le téléphone plus longtemps. C'est-à-dire les mises à jour sont Mm. plus longues, mais bon, après c'est toujours le côté, chaque année il y a un nouvel iPhone, l'attrait de la nouveauté, machin, le côté social aussi, hein, qui est très important d'avoir le dernier téléphone. Mm. Euh, Bref, Et voilà, il y a beaucoup de des, il y sujets, a, il y a hein. des, il y a des leviers, il y a des leviers juridiques aussi là-dessus, hein. On peut, voilà, on peut imposer, bah, ça existe, hein. Il y a eu la loi AGEC Bah, le sur fameux l'économie USB-C sur tous circulaire, les téléphones, hein, voilà par exemple, qui, ou imposer d'avoir des pièces de rechange pendant un certain nombre ouais, d'années pour pouvoir réparer, etc. Donc, et ce que je voulais dire, c'est que l'empreinte, si on parle de manière plus globale de l'empreinte du numérique, c'est pas que les outils qu'on a en main, hein, c'est tout ce qui est invisible, ce qu'on voit pas. C'est tous les réseaux, c'est tous les data centers qui consomment aussi énormément de ressources, à la fois d'énergie pour les refroidir, mais aussi de métaux, hein. Donc ça, c'est une part importante de l'impact du numérique.
Et ça risque d'exploser avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, hein. On va avoir Oui. besoin de plus en plus de stockage, notamment de data centers importants. Ah, ça, c'est petite pub pour ma chaîne. J'en avais parlé dans la vidéo où je visite un data center. Et justement, la vidéo, j'avais dit, bah, en fait, bon, là, on n'avait pas encore les chiffres à l'époque, mais que l'IA commençait à arriver et que ça allait sûrement changer en termes de consommation aussi. Parce que jusqu'à présent, la consommation des data centers, enfin la consommation énergétique, je ne parle pas des matériaux, restait assez stable grâce à l'optimisation et à la mutualisation. Mm. Mais là, maintenant, c'est en train de changer avec les IA, quoi. On va essayer d'avancer un petit peu. Donc, on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail. Tu disais, dans un smartphone, on a plus de concentration de terres rares que dans le sol, pour certains matériaux. C'est-à-dire qu'on peut extraire, enfin théoriquement, on a plus de quantité de minerais dans une tonne de smartphone que dans une tonne de rochers qu'on va extraire directement dans la nature. Et pourtant, on le recycle très mal. Pourquoi? Euh, alors, je n'ai pas les données pour les terres rares, parce que dans les smartphones, je pense que c'est assez faible, mais j'ai Ah d'accord, l'exemple de ok. l'or. Effectivement, c'est Ouais, pour l'or plutôt. dans l'or, pour l'or, on a les minerais qui sont exploités aujourd'hui, c'est à peu près 1 gramme par tonne, ce qui est ridiculement faible, hein, 1 gramme par tonne. Alors que ce même gramme, on le trouve dans 4 kilos de smartphones usagés. Donc voilà, tu vois un peu Hmm. la différence. Donc l'or, on le recycle, hein, et là, on a bien compris que dans les smartphones, on a bien compris que la valeur économique de l'or était très importante, la concentration était très importante. Donc c'est un métal qui est assez facilement recyclé. Contrairement aux terres rares, où pour l'instant, finalement, les terres rares, c'est pas suffisamment rentable. C'est vraiment un problème de rentabilité économique. On pourrait le recycler, hein, il n'y a pas forcément de frein à recycler. On sait à l'échelle du laboratoire, on sait recycler les terres rares à partir d'un smartphone. Mais pour l'instant, c'est pas rentable. Parce que la Chine, qui a le quasi-monopole de la production de terres rares aujourd'hui, produit les terres rares à de très faible coût. D'accord. Alors juste un petit élément de compréhension, hein. On appelle ça terres rares, mais en fait, c'est pas des éléments qui sont vraiment rares dans la croûte terrestre, hein. On parlait d'1 gramme par tonne. Pour l'or, les terres rares, c'est à peu près 10 kilos par tonne. Ah d'accord, On ok. les appelle rares parce on a mis du temps à les découvrir. C'est une famille de 17 éléments chimiques qui sont très proches les uns des autres. Et on a mis beaucoup de temps à les découvrir. Et donc voilà d'où vient le terme rare, mais en fait, c'est pas des éléments qui sont rares. Alors, Et donc effectivement, c'est une des difficultés de recycler ces éléments-là, c'est qu'ils sont, donc ils sont 17 éléments chimiques qui ont des propriétés chimiques très proches les uns des autres. Et donc c'est très complexe de les séparer les uns des autres. Voilà, ça oui, demande beaucoup d'étapes de séparation et d'extraction. oui, parce qu'en fait, un truc que j'ai cru comprendre, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas de formation en chimie là-dessus, enfin, même du tout, c'est la question de la sélection. C'est comment on fait pour séparer les éléments les uns des autres. De ce que j'ai compris, par exemple, là, j'étais à la mine de lithium dans l'Allier, j'étais allé visiter la future mine. Et on m'avait expliqué que, bon, ben voilà, en fait, la roche qu'on extrait, c'est du granit. On connaît sa composition. On a fabriqué une usine spécialement. On va fabriquer une usine spécialement pour extraire le lithium de ce granit qui est toujours à peu près de la même enfin, c'est toujours la même formule, c'est toujours les mêmes éléments qui sont à l'intérieur. Et donc, on fait un process exprès pour ça. Et de ce que j'ai compris, c'est que le problème d'un smartphone, par exemple, d'électronique ou ce genre de choses, c'est que la composition change en fonction des procédés de fabrication, etc., etc. On a plein de matériaux différents, alors que dans une mine, on va extraire un truc précis. Alors, il va y avoir des coproduits, bien sûr, mais voilà. De ce que j'ai compris, l'or, c'est plus facile à séparer de tout ça, plutôt que les terres rares. Oui, alors effectivement, le problème que tu poses, c'est l'hétérogénéité du gisement. Effectivement, quand on extrait un métal d'un gisement primaire, on sait que c'est à peu près toujours la même composition chimique, les mêmes minéraux qui sont présents dans le minerai. Alors que quand on prend le gisement de la mine urbaine, hein, j'ai oublié de le définir tout à l'heure, mais tu parlais de mine urbaine. Les mines urbaines, Mhm. finalement, c'est tous les objets de consommation, hein, qu'on a sur Terre ou qu'on pourrait réexploiter pour extraire de la valeur. C'est la déchetterie, Quand on quoi. prend l'exemple c'est la déchetterie, voilà. Si tu prends l'exemple, par exemple, des batteries lithium-ion,
c'est très complexe parce que c'est très hétérogène. Il y a des batteries qui sont faites en fer et en phosphate, d'autres qui sont faites avec du lithium, du cobalt, du cobalt, du nickel, du manganèse, d'autres sans cobalt, etc. Donc il y a une grande variété. Et donc on ne peut pas appliquer le même procédé à l'ensemble des batteries. Enfin, en tout cas, on peut, mais c'est beaucoup moins efficace que si on faisait un tri en amont. Donc un des enjeux, c'est de trier en amont en fonction du type de batterie pour pouvoir améliorer l'efficacité des procédés de recyclage. Et donc si on arrive à faire ça, effectivement, on peut avoir des procédés qui sont plus sélectifs et qui demandent moins d'étapes, qui sont moins énergivores, plus, plus, euh, euh, plus respectueux de l'environnement, on va dire. Donc ça, c'est une grosse problématique et une des solutions pour répondre à ça serait de standardiser, hein. Tu parlais de standardisation. Si on travaillait, si on arrivait à standardiser la composition de certains éléments, certains objets, effectivement, ça pourrait faciliter largement le recyclage. Là-dessus, il y a l'Union européenne qui a, pour les batteries, a mis au point une sorte de carte d'identité pour les batteries d'une certaine taille. C'est un projet de loi, je crois que ça a été passé. Je ne sais plus à partir de quand ça sera mis en place. Mais à partir je crois que c'est des batteries à partir de 5 kWh, je crois, un truc comme ça. Il y a en fait une sorte de plaque dessus où enfin, au moment du recyclage, on sait la composition de la batterie, quand est-ce qu'elle a été fabriquée, etc. On a des métadonnées en fait liées à la batterie qui permettraient déjà de pouvoir faire un tri plus efficace. Donc c'est déjà bon, un pas dans cette direction, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment clé et c'est un des gros freins, je pense, de l'exploitation de la mine urbaine, hein. C'est que c'est vraiment des gisements qui sont hyper hétérogènes. Mm. Et nous, quand on travaille, en tout cas à l'échelle du laboratoire, hein, sur le recyclage de ces objets-là, on est obligé de faire une caractérisation complète de l'objet qu'on a devant nous pour pouvoir comprendre où sont les métaux d'intérêt. Ce pas des données publiques. Et on se rend compte qu'il y a une grosse hétérogénéité en fonction du modèle. Ben, on a des compositions chimiques, minéralogiques qui sont complètement différentes. Et du coup, les procédés qu'on va développer derrière sont aussi différents. Donc plus de transparence sur ça serait effectivement un levier important pour développer le recyclage de tous ces objets. Donc après, sur les méthodes de recyclage, donc, on a les deux méthodes classiques d'extraction qui sont l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie, qui sont déjà Mhm. utilisées sur une partie des déchets. Euh, Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Ouais. Alors les méthodes de recyclage, elles ont principalement été développées pour les métaux de base, les métaux qui sont assez concentrés, hein, dans les objets. Euh, Et donc effectivement, comme tu le dis, donc il y a l'hydrométallurgie qui utilise principalement des acides forts, on va dire, pour dissoudre toute la matrice, pour les mettre en solution, pour mettre en solution tous les métaux d'intérêt. Et ensuite, il y a des étapes de séparation pour aller extraire les métaux qui nous intéressent. Pyrométallurgie, c'est un peu la même idée, sauf qu'on crame tout avant, à haute température, à plus de 1000 degrés. C'est des méthodes un peu bourrines, hein, et ensuite, on fait des attaques pour aller dissoudre les métaux. Donc ça, c'est les deux principales méthodes qui marchent pas toujours sur les métaux, les nouveaux métaux, les métaux critiques qui sont faiblement concentrés. Donc on a effectivement besoin de repenser un peu nos méthodes de recyclage. Alors je parle de méthodes de recyclage, mais en fait, c'est des méthodes qui sont assez proches de ce qu'on développe pour l'extraction primaire. Mhm. Euh, et donc, pour améliorer ces procédés, on a besoin d'avoir des procédés qui sont plus sélectifs du métal qui nous intéresse. Mhm. Donc il y a des choses intéressantes qui se développent et des procédés plus respectueux de l'environnement aussi, bien sûr, qui consomment moins d'énergie et moins de produits chimiques. Donc il y a des choses qui existent qui sont intéressantes, c'est par exemple la biométallurgie. C'est utiliser des micro-organismes ou des plantes, par exemple, pour aller extraire les métaux. Donc ça existe à l'échelle industrielle, hein. Il y a par exemple la mine d'Escondida au Chili, qui est une des plus grandes mines à ciel ouvert de cuivre en cours d'exploitation, où ils utilisent ce qu'ils appellent du bio-leaching, hein, de la exfoliation biologique, sur des minerais qui sont peu concentrés, les moins bonne qualité, où là l'objectif c'est d'aller mettre en contact le minerai avec une solution qui contient des bactéries qui vont être capables d'aller solubiliser les métaux. Donc c'est souvent des sulfures de cuivre, hein, c'est une forme réduite du soufre, des sulfures de cuivre, et ces bactéries sont capables d'oxyder les sulfures en sulfate et dissoudre les sulfates de cuivre qui eux vont être très solubles. Donc c'est des choses qui marchent bien, qui sont prouvées à l'échelle industrielle. Mais on pourrait aller encore plus loin en fait, hein, dans ces procédés Alors, juste bio.
Ouais, Petit point technique sur la solubilisation. Donc en fait, en gros, on dissout et ensuite on reconcentre après avec des méthodes de séparation. Par exemple, exactement. centrifugation. Enfin bref, il y a tout un tas de techniques pour trier les éléments les plus lourds, etc. Le but à chaque fois, c'est d'arriver à isoler ce qui nous intéresse et à le concentrer, quoi. Voilà, exactement, Ok. exactement. Donc il y a plusieurs approches effectivement d'extraction. Ça peut être des extractions avec des solvants organiques, extraction liquide-liquide, ça peut être des séparations sur des supports. On va par exemple mettre en contact la solution avec tous les éléments dissous. On va mettre une poudre d'un réactif, enfin un matériau qui va absorber préférentiellement les métaux qui nous intéressent, etc. Donc il y a plusieurs techniques. Et donc si on revient aux procédés biologiques, donc c'est intéressant les procédés biologiques parce qu'on travaille à température ambiante, on n'a pas besoin de température, beaucoup d'énergie pour aller à des températures extrêmement élevées comme la pyrométallurgie. Mhm. Et puis on travaille dans des conditions plutôt douces, hein, c'est des conditions, on n'a pas besoin de descendre à des pH proches de zéro. Donc voilà, c'est relativement intéressant d'un point de vue environnemental. Et des coûts, ça peut être aussi des coûts limités par rapport à des grosses installations chimiques. Donc voilà les principaux avantages. Et donc en termes de biométallurgie, donc il y a plein d'avancées intéressantes, plutôt à l'échelle de laboratoire, pas encore développées à l'échelle industrielle, qui visent à essayer de mimer un peu ce qui se passe dans la nature. Et je prends l'exemple par exemple de plantes. Il existe sur Terre des plantes qu'on appelle hyperaccumulatrices de métaux. Donc ça veut dire qu'elles sont capables d'aller puiser dans le sol certains métaux pour les accumuler dans les parties aériennes, dans les feuilles, à des concentrations qui sont relativement importantes, hein, qui peut aller jusqu'à 1% en masse, voire même quelques pourcents en masse. Et donc si on arrive à comprendre comment la plante arrive à sélectivement récupérer, je ne sais pas moi, par exemple le nickel dans le sol pour l'incorporer dans ses racines et puis le transférer dans ses plantes, dans ses parties aériennes, on pourrait essayer de mimer ça à l'échelle industrielle. Et donc typiquement, ce qui se passe, c'est que la plante est capable d'aller solubiliser au niveau des racines ces métaux-là, en sécrétant des petits acides organiques, par exemple des petites molécules organiques, pour solubiliser le métaux et puis l'incorporer ensuite dans ce métabolisme. Donc, si on Mhm. arrive à identifier ces molécules-là, qui sont très sélectives pour un métal donné, eh ben, on pourrait utiliser ces molécules-là à des échelles industrielles, hein, sans la plante cette fois-ci, mais avec des fortes concentrations de cette molécule-là, on pourrait aller utiliser ces molécules bio-inspirées pour aller extraire les métaux dans des conditions plutôt douces. Ça, c'est super intéressant. Alors, pour bien comprendre, il ne s'agit pas de développer des super fougères OGM qu'on planterait au-dessus de sur un champ et puis après, je sais pas, on récupère les fougères. Est-ce qu'on peut envisager ça ou alors sinon c'est vraiment on récupère que la molécule en fait Oui, pour voilà. Bah, reproduire le en fait, process dans une cuve en fait quoi. ce dont tu parles, ça existe, hein. Il y a des D'accord. startups, notamment dans le nord de la France, qui s'appelle Econic et qui propose d'extraire le nickel à partir de plantes. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pousser des plantes hyperaccumulatrices de nickel sur des substrats riches en nickel. Et ensuite, ils cultivent la plante, ils la brûlent. Et à partir des cendres, ensuite, ils utilisent des procédés plutôt chimiques pour aller récupérer le nickel qui est concentré dans les cendres après combustion de la plante. Donc D'accord. ça existe, mais ça a un certain nombre de freins parce que le processus il est très lent. C'est des cinétiques qui sont très lentes. Et puis ça permet de traiter uniquement la couche de Ouais. surface. Hein, ça ne permet pas d'aller vraiment en profondeur. Donc des volumes traités avec des volumes traités faibles finalement, avec des temps assez longs. Donc voilà, on ne peut pas produire tout ce dont on a besoin en métaux sur Terre avec ces techniques-là. Donc effectivement, une alternative, ce serait d'identifier les molécules impliquées pour pouvoir les utiliser euh, à l'échelle industrielle sans la plante. Tu parlais aussi de la phytoextraction, c'est un peu le même principe aussi? C'est ça, phytoextraction, c'est ce dont D'accord. on vient de Ouais, parler là. C'est vraiment voilà, d'accord. l'utilisation des plantes pour extraire les métaux. Et donc, Bon, le... on découvre de plus en plus hein, des plantes hyper accumulatrices de métaux. On les trouve souvent sur des sites miniers hein, d'ailleurs. Où les botanistes vont faire par exemple des inventaires des espèces présentes sur les sites miniers et découvrent ces plantes qui sont capables d'hyperaccumuler les métaux qui sont dans le sous-sol à des concentrations élevées. Donc les principales, c'est sur le nickel, mais on commence à découvrir des plantes sur les terres rares, par exemple. Hein. On connaît une vingtaine de plantes sur Terre qui sont capables d'hyperaccumuler les terres rares dans les parties aériennes, Bah alors comme du les coup là fougères. c'est super intéressant par contre pour dépolluer. Effectivement,
Donc ça peut être utilisé pour faire l'extraction, mais aussi comme stratégie de décontamination. Alors pour décontaminer, on peut les utiliser soit effectivement pour extraire les métaux, ça peut être des polluants par les plantes, mais aussi pour stabiliser, ça peut être aussi un rôle de stabilisateur, c'est-à-dire que les plantes peuvent aussi stabiliser les métaux contaminants au niveau des racines par exemple, et limiter la mobilité de ces métaux-là, et donc limiter par exemple le transfert de ces métaux-là vers la nappe phréatique. Donc effectivement, c'est pas mal utilisé, hein. Il y a beaucoup de recherches réalisées sur ce qu'on appelle la phytoremédiation cette fois-ci. On va en profiter faire une petite transition du coup sur ce que tu travailles toi, parce que là on n'a pas vraiment parlé de tes travaux à proprement parler, et notamment sur l'après-mine. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi le projet au Maroc, le contexte, tout ça? Ouais, alors au Maroc, donc je travaille sur la réhabilitation de territoires miniers. Donc c'est des mines abandonnées. Au Maroc, il y a près de 200 mines abandonnées sur tout le pays. Et donc le site sur lequel je travaille, c'est sur des mines de plomb, anciennement de plomb, qui ont été exploitées pendant le protectorat français au XXe siècle, euh, pendant près d'une centaine d'années. Euh, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces territoires miniers ont connu un essor considérable économique, hein, pendant l'exploitation minière. Suite à la fermeture industrielle des mines, ce sont souvent des territoires qui sont en fort déclin, parce qu'il y a un taux de chômage qui est très important, et parce que la mine a laissé des traces importantes sur le territoire, et notamment des déchets miniers qui sont entreposés un peu partout, qui sont encore très riches en plomb, hein, parce que les procédés d'extraction ne sont pas 100% efficaces, donc on a plein de déchets miniers qui sont entreposés et qui contaminent l'environnement, qui contaminent les sols avoisinants, qui peuvent contaminer les eaux, et qui peuvent aussi contaminer les populations, parce qu'il y a des populations qui vivent, hein, les anciens villages de mineurs qui sont encore habités aujourd'hui, vivent à proximité de ces sites-là. Et donc il y a tout un enjeu social aussi, hein, pour limiter, l'exposition aux contaminants de ces populations. Donc moi, je travaille au Maroc avec un consortium très interdisciplinaire. Je travaille avec des anthropologues, des géographes, des chimistes, des biologistes, etc. pour penser à de nouvelles trajectoires de ces territoires miniers, pour redynamiser un peu ces territoires et pour minimiser les impacts de l'activité minière passée sur l'environnement. Donc voilà, on réfléchit à différentes Mhm. stratégies de réhabilitation de ces territoires-là. Ça peut être de développer le tourisme autour de la mine, hein. Il y a plein de choses à valoriser, tout un patrimoine minier à valoriser. Ça peut être développer l'agriculture, mais dans quelles conditions? Est-ce que les sols le permettent? Est-ce qu'ils sont contaminés ou pas? Est-ce que l'eau est contaminée? Ça peut être aussi de repenser le renouveau minier, parce qu'on se rend compte qu'au Maroc, il y a plein de ressources intéressantes. Au-delà du plomb, il y a d'autres métaux, notamment de métaux critiques, qu'on trouve à la fois dans la croûte terrestre, mais aussi dans les déchets qui ont été produits. Donc il y a toute une réflexion sur un renouveau minier. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles ressources à aller exploiter? Et si oui, dans quelles conditions? Comment? Donc c'est un peu la réflexion qu'on a ici au Maroc sur l'après-mine. Alors ça, c'est intéressant pour revenir sur la thème des déchets, parce qu'on parlait des déchets là, donc des mines urbaines, la déchetterie, basiquement. Mais il y a aussi d'autres types de déchets, notamment les déchets produits par l'industrie. Ouais. Et donc, là, tu parlais des déchets concentrés en plomb. Est-ce que, par exemple, il y a des plans pour réextraire ce plomb ou d'autres matériaux à l'intérieur? Mm. Ouais, ouais. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que maintenant, dans les déchets qui étaient produits il y a 50 ans, on a plus de teneur en métaux que les minerais primaires qu'on exploite aujourd'hui, du fait de la Ouais. décroissance de la concentration en métaux. Donc effectivement, à travers le monde, on voit plein de projets de réexploitation de ces déchets miniers avec des techniques maintenant qui ont évolué, qui sont plus efficaces. Et donc, effectivement, sur le territoire, aujourd'hui, il y a des gens qui réexploitent ces déchets miniers pour aller extraire le plomb résiduel dans ces déchets miniers. Donc c'est énorme, hein, on ne se rend pas compte, à l'échelle mondiale, c'est 100 milliards de tonnes de déchets miniers qui sont produits par an. Je pense on s'imagine pas ce que ça représente. C'est gigantesque. Et donc effectivement, ça c'est au-delà de la mine urbaine, c'est un autre moyen de diminuer la pression sur les ressources primaires, c'est d'aller exploiter tous ces déchets miniers ou ces déchets industriels. Tu parlais de déchets industriels, donc la limite, elle est pas franche entre un déchet minier et un déchet industriel, mais par exemple, donc, c'est pour parler un peu du travail que je développe sur les boues rouges. Je ne sais pas si tu as entendu parler des boues rouges, mais c'est ces résidus qui sont produits lors de l'extraction de l'alumine.
Donc l'alumine, c'est la matière de base pour faire l'aluminium. Et donc l'alumine, on l'extrait de la bauxite. Donc c'est un minéral riche en aluminium qu'on trouvait avant dans la région provençale, qui existe en Provence. Bah, le bauxite, ça vient des Baux-de-Provence, hein, c'est Voilà, le nom de bauxite vient de là, en fait. C'est parce qu'on a découvert le truc là-bas, en fait. exactement. Et donc l'industrie de l'alumine est née en Provence à la fin du 19e siècle. Donc jusqu'à peu encore, à Gardanne, entre Aix et Marseille, on exploitait de la bauxite, cette fois qui venait de Guinée. Donc la bauxite, pour une tonne d'alumine produite, on produit 1,5 tonnes de déchets qu'on appelle la boue rouge. Donc la boue rouge, elle est rouge parce que c'est principalement des oxydes de fer qui sont présents dedans. Et donc c'est un déchet qui est très problématique parce que c'est un déchet qui est très riche en soude. C'est le procédé qu'on utilise. On utilise de la soude pour solubiliser l'aluminium. Et donc il y a des traces de soude très importantes. Donc on a un déchet qui est à pH 12. Ah ouais, Et, d'accord. et avec des métaux, beaucoup de métaux lourds, beaucoup de contaminants qui posent problème. Et donc ce déchet-là, on ne sait pas quoi en faire. Il n'est pas du tout valorisé aujourd'hui. Il a été longtemps rejeté en mer au large des calanques de Cassis, avec les impacts que vous pouvez imaginer. Et aujourd'hui, c'était stocké à terre entre Marseille et Aix. Il y a des entrepôts. Mais voilà, aucune voie de valorisation possible de ces résidus-là. Et en fait, on se rend compte que dans ces résidus, il y a plein de métaux d'intérêt, notamment les terres rares. Du fait qu'on concentre, en fait, en extrayant l'aluminium, on concentre artificiellement tous les autres éléments dans la matrice. Et donc, on arrive à des teneurs qui sont relativement intéressantes en un certain nombre de métaux. Donc, il y a du titane, du vanadium, et comme je le disais, des terres rares notamment qu'on pourrait envisager de valoriser. Et à l'échelle mondiale, il y a 4 milliards de tonnes de boue rouge qui traînent partout, qui ne sont pas valorisées. Et donc ça pourrait devenir une source intéressante de terres rares, qui pourrait être alternative des gisements primaires. Donc le projet là de Récal, ça en est où? Ça a consisté en quoi, en fait? Enfin, ça consiste en quoi? C'est quoi le process, Ouais, alors, rapidement? donc la philosophie du projet, c'était d'avoir une approche zéro déchet, parce que la problématique des boues rouges, c'est le stockage. Donc pour limiter le stockage, pour éliminer le stockage, finalement, l'idée, c'était de valoriser entièrement le déchet. Donc pour l'instant, le problème, c'est que c'est pas très économiquement viable comme projet, parce que les métaux qui sont contenus dans ces boues rouges sont pas d'une grande valeur. Euh, donc l'idée, c'était de valoriser à la fois le fer, qui est à peu près 50% du déchet, mais aussi les éléments critiques qui ont une valeur économique un peu plus élevée, qui permettraient de rentabiliser un peu le procédé de recyclage. Et donc, voilà, l'objectif, c'était notamment d'extraire les terres rares. Donc, le consortium, c'était un consortium qui incluait à la fois des chimistes, des économistes, des biologistes, pour penser des procédés d'extraction de ces terres rares et de valorisation du fer. Et donc, pour les terres rares, l'objet, c'était de développer des procédés bio-inspirés. Donc, on parlait de plantes tout à l'heure. On a travaillé avec une plante hyper accumulatrice qui pousse dans la région d'Aix-Marseille pour essayer de comprendre comment elle accumule ces terres rares, pour essayer d'identifier les molécules impliquées dans le transfert C'est quoi et cette pour plante pouvoir utiliser. pour ceux qui connaissent, pour ça, ils pourront se dire, ah bah tiens, Alors, elle s'appelle Phytolacca americana. C'est une plante invasive qu'on trouve un peu partout sur le site Aix-Marseille et qui a été découverte initialement en Chine sur des sites miniers, de terres rares justement. Et donc c'est là où on a découvert son potentiel d'hyperaccumulation des terres rares. d'accord. Ah, je vois Et ça, donc à quoi ça les sent. études, Je voilà, suis allé alors voir je sais pas si sur Wikipédia. Je vais arrêter parce que j'ai un flash là. Voilà. Et donc voilà, une partie du projet, c'était de comprendre comment, voilà, identifier les molécules impliquées dans le transfert des terres rares du sol vers la plante, pour pouvoir ensuite isoler cette molécule et pouvoir développer des procédés d'extraction à base de cette molécule. D'accord. Et donc Ah, voilà, on a aussi, on sait que ces plantes, elles sécrètent aussi beaucoup de petites molécules organiques que vous avez entendu parler. C'est l'acide citrique, l'acide malique, des petits acides organiques qu'on trouve dans un certain nombre de fruits, notamment le citron. Et ces petits acides organiques ont une affinité très forte aussi pour les terres rares. Donc on a testé aussi plein de petites molécules organiques comme ça, en remplacement par exemple des acides forts qui sont l'acide sulfurique, l'acide nitrique ou l'acide chlorhydrique, d'accord. pour tester justement la sélectivité d'extraction des terres rares dans ces résidus.
Alors pour l'anecdote, je voulais aller visiter, je voulais aller filmer une partie de la vidéo sur un spot de Bourrouge. Et puis après avoir analysé sur Google Maps, il y a des barrières maintenant, donc Ah, d'accord. je vais pas trop pouvoir m'en approcher. C'est dommage. Ah, Euh, Vitrolles. oui, voilà, ouais. Bah, en fait, il y a une espèce de salle des fêtes à côté là, et ils ont mis des grosses barrières maintenant. Il devait y avoir des squats ou voilà, bref. D'accord. Euh, Tu disais que économiquement, c'était pas rentable. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire en fait, en gros, que sur le territoire, on a potentiellement des ressources. Euh, c'est juste que c'est pas rentable économiquement. Donc, deux questions. Est-ce qu'on a d'autres ressources comme ça connues sur le territoire qu'on pourrait revaloriser? Et qu'est-ce que c'est devenu ces travaux? Est-ce que c'est quand même utile pour faire avancer la recherche, je suppose? Et donc peut-être que ça donne d'autres débouchés ou d'autres idées ou des brevets ou des choses comme ça, quoi. Oui, alors en termes de ressources, donc sur les métaux critiques, justement, le BRGM est en train de refaire un inventaire un peu du sous-sol français, Le parce que BRGM, ça donc n'a c'est le jamais été fait, bureau. C'est quoi déjà? Bureau. de recherche géologique et minière. Oui, voilà. Voilà. Attends, je vérifie que c'est bien ça, parce que j'ai un petit doute là sur le En gros, c'est euh, l'organisme qui s'occupe bureau. d'analyser le sous-sol de la France. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bien ça, bureau de recherche géologique et minière. Et donc qui sont en charge d'un nouvel inventaire justement du sous-sol français qui avait été fait dans le passé sur les métaux de base, on va dire, mais qui est pour l'instant totalement inconnu pour un certain nombre de métaux critiques. Euh, Attends, excuse-moi, je t'ai perdu. Voilà. Donc voilà, il y a ce projet-là d'inventaire. Donc il y a le sous-sol français, effectivement, on connaît encore peu les ressources en métaux critiques. Mais il y a aussi tout un tas donc, de sources secondaires, hein. On parlait des boues rouges. C'est pas les seuls. Par exemple, il y a les cendres de charbon qui sont intéressants. En ce moment, il y a plein de buzz sur les États-Unis parce qu'ils ont des stocks de cendres de charbon énormes. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en termes de valeur, ça représentait, je ne sais plus, 9 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars, je ne sais plus exactement, si on regarde les stocks de terres rares dans ces cendres de charbon. Donc c'est relativement intéressant, mais c'est des teneurs qui sont relativement faibles Mhm. par rapport aux gisements primaires. Mais il y a des stocks tellement importants que finalement, en termes de volume, ça représente un volume intéressant à potentiellement exploiter. Alors, un autre stock de déchets, je pense, c'est là qui me traverse par la tête, c'est les stériles. Je pense par exemple là, ici, moi je suis à Nîmes, donc pas loin à Alès, il y a un énorme stérile qui est visible. Est-ce que ça, c'est valorisé? Il y a des choses dedans ou pas? Et bah, effectivement, donc dans les déchets miniers, en fait, il y a différents types de déchets miniers. Le premier déchet minier, c'est ce qu'on appelle les stériles, c'est toute la roche qui a été excavée avant d'arriver au filon, par exemple. Et donc ça représente des volumes énormes. Et effectivement, dans ces stériles-là, il peut y avoir des éléments d'intérêt qu'on ne cherchait pas il y a 100 ans quand on exploitait la mine, mais qui aujourd'hui sont d'intérêt. Donc il y a tout un travail de caractérisation pour voir un peu les éléments chimiques présents dans ces stériles-là et pouvoir potentiellement les exploiter. Et ensuite, après le stérile, il y a, une fois qu'on a extrait le minerai d'intérêt, on va faire un certain nombre d'étapes de pré-traitement physique, chimique. Donc ça génère un deuxième type de résidu qu'on appelle les résidus de traitement. Et là, pareil, il y a aussi plein de choses intéressantes. Et ce qui est intéressant dans ces stériles-là, ou plutôt dans les résidus de traitement, c'est que c'est déjà des minerais qui ont été traités une première fois, broyés. Donc il n'y a pas besoin de les rebroyer pour aller extraire d'autres éléments. Et ça, c'est important parce que le broyage, c'est une étape hyper énergivore. C'est l'étape la plus énergivore du procédé D'accord. d'extraction. Donc on s'affranchit de cette étape-là en allant retraiter ces résidus de traitement. Et puis c'est en Alors, surface aussi. et c'est en surface, voilà, exactement. Enfin, quoique, il La y en a qui ont problématique dû derrière, servir pour reboucher les galeries aussi, mais bon. oui, tout à fait. Juste un petit point d'attention aussi, c'est que bon, si techniquement on sait faire tout ça, se pose des problèmes plutôt sociaux, hein, et on sait il y a beaucoup de mouvements sociaux autour de l'activité minière. Et donc, notamment, je pense aux boues rouges, hein. Les boues rouges, ça a très mauvaise presse dans le sud de la France. Donc, j'imagine que si on était amené à aller réexploiter ces boues rouges pour d'autres éléments chimiques, ça perturberait beaucoup les populations locales. Donc voilà, il y a des freins sociaux aussi à l'exploitation minière. Et c'est Mhm. pour ça qu'en France, finalement, on a peu d'exploitation minière, hein. C'est que globalement, les Français sont plutôt contre ce type de projet. Donc,
Voilà, il y a tout un pan d'acceptabilité sociale de ces projets miniers qui est difficile de traiter. Et donc le mieux pour ça, c'est de co-construire les projets avec les populations locales. Et malheureusement, c'est souvent peu le cas, hein. Souvent, l'industrie extractive arrive avec un projet déjà ficelé et l'impose aux populations locales sans prendre en considération vraiment leurs préoccupations. Donc ça, c'est un gros enjeu aussi, hein, d'acceptabilité de ces projets miniers pour que ces projets puissent voir le jour. D'accord. D'ailleurs, oui, c'est intéressant parce que tu disais qu'au Maroc, vous travaillez avec des anthropologues sur place. Donc il y a une dimension, on va dire, de témoignage, peut-être aussi d'histoire Ouais. euh, Ouais, ouais. sur ces sites, quoi. Ouais, c'est des gens, en fait, c'est assez touchant de parler avec eux, parce qu'ils sont très, très attachés au passé minier, hein. C'est toute leur vie, la vie de leur famille, et au Maroc en particulier, parce que suite à l'arrêt des activités industrielles, il y a un certain nombre de mineurs qui ont continué à travailler de manière informelle, hein, illégale, parce que c'est leur seule source de revenus, hein. Il n'y a rien dans ces territoires Ah, il y reculés. a encore des mines exploitées. Ouais, les galeries sont toujours exploitées par là où je travaille. Là, il y a 2000 mineurs qui travaillent quotidiennement dans des Ah ouais. conditions vraiment terrible, sans protection, sans casque, sans masque, avec des marteaux-piqueurs, avec un petit groupe électrogène au gaz. Et ils passent la journée dans des trous, dans des galeries où on peut à peine se mettre à quatre pattes pour aller chercher quelques kilos de plomb qui vendent ça à un prix dérisoire. Donc ouais, ouais, c'est un gros enjeu social. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout linéaire un projet minier, hein, c'est pas du tout linéaire. Et même après la mine continue. Et spécialement aujourd'hui où on parle de renouveau minier avec peut-être l'exploitation future de nouveaux éléments critiques. Moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué, enfin choqué, qui m'avait impressionné quand j'étais allé, parce que on a aménagé à Nîmes il y a quelques années, et puis on aime bien aller se balader dans les Cévennes. Et dans les Cévennes, en fait, il y a vers Alès pas mal d'anciennes mines, j'ignorais totalement, qui sont totalement. J'ai l'impression que l'histoire a totalement été, entre guillemets, oblitérée, quoi, puisque c'est des mines qui ont continué jusque dans les années 60-70 quand même. Mm. Et aujourd'hui, on avait pris un petit chemin de rando parce que j'avais marqué mine sur IGN. Alors je voulais voir. Moi, je pensais à la mine à Lucky Luke, quoi. Je voulais voir l'entrée, quoi. Bon, en fait, Ouais. il n'y a rien. Mais en tout cas, pour revenir sur place, là où il y avait la mine, les chemins sont complètement abandonnés. Enfin, tout le monde a totalement. Enfin, on fait comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Et en Mm. fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des problèmes de pollution, notamment avec les infiltrations d'eau et les stériles qui sont à côté. Et ça draine pas mal de flotte. Et du coup, là, en ce moment, il y a des gros travaux avec des géotextiles et tout pour essayer de limiter un peu les dégâts. Et en fait, on s'est rendu compte que quand les mines ont fermé, bah en fait, les boîtes ont dit bon, bah merci les gars, et hop, ils ont rebouché le truc et puis ils sont partis, quoi. Et on s'est Et ouais, retrouvé avec le truc un peu en mode qu'est-ce qu'on fait, quoi. et ce dont tu parles, c'est, je pense, près de Alès, c'est le problème des drainages miniers acides. Oui, voilà. Tu as de l'eau de pluie qui percole à travers les résidus miniers, dans lequel tu as des sulfures. Donc ça oxyde les sulfures en sulfate et ça produit de l'acide sulfurique en fait. Et donc, on a des effluents acides qui sont à pH 2 et qui solubilisent tous les métaux qui se trouvent dans ces déchets miniers-là. Et donc, on a des drainages mini-acides qui sont très riches en contaminants. Et donc, ça, c'est la problématique. Et ça peut durer pendant des milliers d'années après la fermeture de la mine. Donc, c'est un gros problème à long terme à gérer. C'est impressionnant. Nous, on est tombé sur un ruisseau qui ressemblait. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Il avait il avait pas la même couleur. Il était un peu rouge, Ouais, avec des ouais. mousses un peu. Enfin, vraiment, on sentait que le truc fallait pas s'y baigner, quoi. Et Ouais, il y a des bactéries qui se développent, il y a des biofilms bactériens qui se développent avec des ouais, aspects un peu huileux là. c'est Ah ouais, impressionnant. c'est un gros problème. Alors, heureusement, le droit minier a beaucoup évolué et je pense que maintenant, la gestion de l'après-mine est vraiment inclue dans le projet minier au départ. Et donc, l'opérateur se doit hein, de contrôler un peu les rejets miniers et puis de tout canaliser en fait, hein. Normalement, il n'y a rien qui doit sortir. Donc ça, c'est des problématiques qu'on doit, en tout cas en France, qui sont bien réglementées et c'est des choses qu'on devrait moins voir dans le futur. Mais effectivement, dans le passé, c'était pas du tout pris en compte. Et donc, on voit toujours ces traces de la mine aujourd'hui. Ouais. Puis il y a toujours cette idée aussi, enfin, moi qui m'avait sauté aux yeux quand j'avais fait, quand on était tombé là-dessus, c'est qu'en fait, on pense à l'intérêt économique d'une mine quand on s'installe.
Et en fait, on oublie aussi que bah, la mine, elle va pas être éternelle, qu'il y aura quelque chose après. Et il faut penser à l'intérêt économique aussi de cet après. Si on veut rester en mode, on va dire, Mm. rentabilité. Les Cévennes, c'est un énorme lieu touristique maintenant. Et en fait, bah, il y a ça aussi à prendre en compte. Si on fait disparaître une forêt, bah, cette forêt, elle reviendra pas. La mine, elle, par contre, elle a une fin, quoi. Euh, et donc, du coup, comment on chiffre ça, en fait? Genre, sur un horizon de 500 ans, par exemple, si on a 100 ans d'exploitation minière et 400 ans de tourisme, parce qu'en fait, il y a enfin, je sais pas, le paysage est joli, etc., et qu'on fait en fait d'autres activités derrière, bah, au final, il vaut mieux mettre un peu plus au début pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien à la fin, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là c'était impressionnant de tomber là-dessus un peu par hasard, quoi. Et de voir à quel point la pollution était visible, en fait. Mm. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, non, bah écoute, je pense que c'est bon. Enfin, je pense que le message, c'est vraiment que effectivement, on a besoin de ces ressources minérales et notamment pour la transition, hein, c'est clé hein, pour certaines technologies et en lien avec la transition environnementale. Hein, je pense aux voitures électriques, je pense aux énergies renouvelables, etc. Donc, on a besoin de ces métaux-là. On va avoir un boom de production de ces métaux-là dans le futur proche où le recyclage finalement va être effectivement limité hein, parce que c'est pas encore sur le marché. Donc, mais je pense que voilà, le message important que j'aimerais faire passer, c'est que en parallèle de ça, on a besoin aussi de penser sobriété peut-être, de réfléchir à d'autres façons de se déplacer et de vivre tout simplement pour réduire notre consommation de ressources. Parce qu'on est sur une terre qui est finie, on a des ressources qui sont finies et qu'on ne peut pas continuellement avoir une consommation exponentielle de ressources quand on voit bah, l'épuisement des réserves hein, sur Terre. Voilà, je pense qu'il faut repenser un peu notre économie autour de d'une certaine sobriété de consommation de ressources. Là, je pense que c'est le point clé de la durabilité sur ces questions de la ressource. Eh ben, parfait, ça sert très bien comme conclusion. En tout cas, ben, merci Clément pour cet entretien. Je vais utiliser quelques extraits de cet entretien pour la vidéo. Ouais. Euh, et puis voilà. Merci pour tout. Merci pour ces Merci beaucoup. Ouais. explications. Et à une prochaine. Merci de mettre en lumière ces sujets importants avec des enjeux sociétaux vraiment forts.